Dans cette émission, nous explorerons les années du cinéma au travers des œuvres qui l'ont façonné. Pas forcément les longs métrages les plus populaires, mais assurément ceux qui m'ont le plus marqué et qui peut-être auront également une résonance en vous. Des chefs-d'œuvre incontournables aux perles méconnues, laissez-vous embarquer dans ce voyage à travers le temps. 1906. Déjà le 7e épisode, et en vrai, il s'en est passé des trucs depuis les tout débuts du cinéma. J'avais pas prévu de faire une intro où je revenais sur la situation du cinéma au-delà des films que je traite. Mais cette fois, j'en avais envie. C'était comment le cinéma à cette époque? C'est vers 1906 que l'on commence à voir émerger des endroits exclusivement réservés à la projection cinématographique. Ça commence aux États-Unis avec les salles Nickelodeon. Rien à voir avec le studio d'animation, Nickelodeon vient du terme nickel qui désigne une pièce de 5 cents et Odéon qui signifie lieu de spectacle en grec. Oui, seulement 5 cents pour aller voir des films. Pendant de nombreuses années, le cinéma c'était l'art du peuple. Ouvriers comme prolétaires avaient enfin un accès à de la culture. Un divertissement de masse qui n'intéressait que peu la bourgeoisie, plus tourné vers l'opéra, le théâtre, l'art pictural ou la littérature, des arts bien plus nobles selon leurs critères. Évidemment, tout cela est à nuancer, et cette disparité disparaîtra assez vite, notamment avec l'arrivée du cinéma parlant. C'est l'une des raisons pour lesquelles les courts-métrages, notamment ceux de Méliès, étaient plus tournés vers le divertissement et la captation de l'imaginaire. C'était des séances bruyantes, des séances où les gens se permettaient d'exprimer leurs émotions de manière bien plus vocale. N'oublions pas que le cinéma est né dans les fêtes foraines, et c'est un art qui, aujourd'hui encore, gardera une grande part de festivité. Du côté des studios, la production cinématographique commence doucement à switcher de l'expérimental vers l'industriel. Pathé Frères, Gaumont, Edison Studio et Biograph Company, ce sont des noms à retenir quand on parle de studios qui commencent à dominer la production et la distribution cinématographique. La demande d'images en mouvement va en s'accroissant, et pour que l'industrie puisse suivre, les studios commencent à standardiser leur production de courts-métrages. Il faut produire des petits films rapidement, avec des équipes réduites, et si on s'en sort bien, les réalisateurs auront le luxe de financer la création d'œuvres beaucoup plus ambitieuses. D'ailleurs, on ne parle pas encore d'auteurs quand on mentionne les réalisateurs eux-mêmes. La grammaire cinématographique n'est pas encore suffisamment riche pour que l'on considère le cinéma comme un art à part entière. Les cinéastes n'étaient donc pas considérés comme de véritables auteurs, au même titre qu'un Jules Verne pour la littérature, ou un Claude Debussy pour la composition musicale. Parfait, on a maintenant une meilleure idée de ce qu'est le cinéma en 1906. Maintenant, parlons des films. Pour préparer cette vidéo, j'ai vu 18 films, et je vais vraiment développer sur 5 d'entre eux. Vous l'aurez compris, je vais refaire un mash-up des 13 autres films que j'ai vus, mais qui malheureusement n'ont pas pu intégrer mon top 5. J'espère que ça vous a plu. On peut enfin parler des films de 1906 qui m'ont réellement passionné. À la 5e position, j'ai placé The Story of the Kelly Gang. Là, on a un cas très compliqué. The Story of the Kelly Gang, c'est l'un des films les plus importants des années 0. À sa sortie, c'était le film le plus long de l'histoire. Malheureusement, sur les 70 minutes que dure le long métrage, seulement 20 minutes ont pu être conservées et restaurées. Donc c'est très difficile de se faire une opinion sur l'entièreté de l'œuvre. J'aurais pu faire l'impasse dessus. Quel intérêt de parler d'une œuvre dont 70% du contenu m'est inaccessible? Certes, le film est long, certes il est ambitieux,
Mais est-ce qu'il est assez marquant en termes de mise en scène pour que j'ai des choses intéressantes à en dire? Eh ben, même pas. Le film me donne pas grand chose de bien passionnant. La caméra se contente de filmer ce qui se passe, les scènes d'action sont paresseusement chorégraphiées, la seule idée que j'ai trouvée vraiment chouette, c'est de rougir l'étalonnage au maximum quand la maison se met à brûler. Et puis voilà. Vu l'importance qu'il a dans l'histoire du cinéma, je me devais de l'inclure dans le top 5, au moins pour signifier son existence. On parle quand même du tout premier long-métrage de l'histoire du cinéma. Mais je le place ici, avec tout de même un peu d'amertume. Vous le savez peut-être, l'art est politique, et chaque création artistique est influencée consciemment ou inconsciemment par les opinions et le vécu de l'artiste lui-même. Mais à cette époque, le cinéma était rarement un lieu d'échange et de contestation politique. Ça, Alice Guy s'en fiche royalement, et je suis ravi d'enfin parler de cette dame. L'œuvre d'Alice Guy est absolument gigantesque, s'étalant de 1896 à 1920 avec la création d'environ 700 métrages. Une pionnière qui rencontrera toute la reconnaissance qu'elle mérite, malheureusement à titre posthume. En plus d'avoir beaucoup apporté au cinéma, Alice Guy a contribué à changer le regard de la société vis-à-vis du féminin dans le milieu du cinéma. Les réalisatrices féminines en 1906 étaient rares, voire inexistantes, et c'est cool d'avoir enfin des œuvres cinématographiques pensées du point de vue d'une femme. En parlant de ça justement, l'un de ses films les plus cités et les plus audacieux, c'est Les résultats du féminisme. En un peu plus de 7 minutes, Alice Guy met en scène une satire sociale dans laquelle les rôles entre les hommes et les femmes sont inversés. Les hommes sont doux, fragiles et s'occupent des tâches ménagères, tandis que les femmes sont entreprenantes et clairement les têtes pensantes de la société. Par ce dispositif, Alice Guy tente d'illustrer les différences et injustices flagrantes qui gangrénaient la société de l'époque. Vers la fin du film, les hommes commencent à prendre conscience de leur statut de subordonnés et entrent dans une rébellion afin de récupérer les droits qu'ils méritent d'avoir. Ce que je trouve intéressant, c'est à quel point le propos du film peut changer selon qui le réalise. S'il avait été réalisé par un homme, les résultats du féminisme pourraient être perçus comme misogynes, dépeignant une société cauchemardesque où les féministes auraient réussi à dominer le monde. Sous le point de vue d'Alice Guy, en vrai on est plus sur un exercice de style, une performance de comédien et un concept jusqu'au boutiste. Elle n'essaye certainement pas d'y représenter son monde idéal, mais au moins de pousser la réflexion par l'absurde et le grotesque. Et rien que ça, je trouve ça très fort. On va rester dans les thèmes sociopolitiques, mais cette fois avec un film beaucoup plus frontal dans son discours, Le Déserteur, réalisé par... On ne sait pas. Bah... ok, dommage. Le Déserteur commence de manière très banale. Des petits plans fixes, des comédiens un peu en surjeu, puis vient la scène où le personnage principal tente sa désertion de l'institut militaire. Et là ça devient très intéressant. Toute la scène est montée de manière très dynamique, bien plus que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Si dans la plupart des films, un plan équivaut à une scène, la cavale du gars va être filmée en pas moins de 5 plans. On a en plus un vrai soin apporté à la lisibilité de la fuite du personnage en raccordant les plans de manière intelligente. Cela nous donne l'impression que la fuite se passe en temps réel dans un grand décor unique. Ça permet de ne jamais relâcher l'attention, le personnage est constamment en danger et ne sera pas sauvé par la magie du cut, et ça donne beaucoup plus d'ampleur à ce lieu. Pour s'enfuir, le personnage doit quitter le lieu, au lieu de bêtement quitter le cadre. Ce procédé rend la cavale bien plus prenante, une escapade qui trouvera son paroxysme avec ce plan très intelligemment cadré où tu crains que le déserteur se fasse repérer. Vers la fin, le film fait preuve d'une cruauté rarement vue envers son personnage principal, entre l'humiliation qu'il subit et la lueur d'espoir, rapidement balayée par le suicide. Terminer le film là-dessus, c'est un vrai geste politique et contestataire de l'institution militaire de l'époque. Quelques années avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, le film nous dépeint un système qui traite ses soldats comme de simples instruments de combat où les notions d'empathie et d'humanité n'ont pas leur place. En plus, ça joue suffisamment bien pour que je croie en la relation mari-épouse et père-fils. C'est vraiment dommage que l'on ait aucune idée de qui a réalisé le film. Je trouve que le gars a vraiment contribué à l'élaboration du langage cinématographique au niveau du montage. Bon, c'était une ambiance bien sérieuse et bien chargée politiquement, ces 4e et 3e positions. Ne vous en faites pas, on va bien s'amuser sur le reste de la vidéo. Edwin Stanton Porter est un type qui m'a surtout marqué en termes de narration, de montage et de mise en scène. Honnêtement, je n'attendais pas de lui qu'il m'impressionne avec des effets spéciaux. Puis j'ai vu Dream of a Rare Rabbit Friend. Et là je tire mon chapeau. Rare Rabbit Friend... Regardez-moi ça! Qu'est-ce que je suis en train de voir? Comment ils ont réussi un effet pareil en 1906? Je ne pensais pas que c'était possible. J'ai pas grand chose à raconter sur le film, honnêtement il parle de lui-même. Ça, je sais pas comment ils ont fait, ça je vois à peu près, mais le plan est à la fois sublime et vertigineux, et puis voilà.
Le film, c'est juste un trip extrêmement plaisant à suivre. Je n'avais jamais vu un film de cette époque réussir à représenter les rêves, les hallucinations et la perte de tout repère de manière aussi spectaculaire et convaincante. Il est vrai, dans cette série de vidéos, je me suis permis quelques piques envers Méliès. Méliès reste dans des petits courts-métrages en train de faire le zouave avec ses copains extraterrestres. Je m'étais convaincu que plus jamais je ne serais touché par ses propositions esthétiques, tant je les trouvais redondantes et de moins en moins impressionnantes au fur et à mesure que le cinéma évoluait. En 1904, j'avais certes beaucoup aimé Le Voyage à travers l'impossible, mais je pensais naïvement que l'on avait là l'œuvre ultime de Méliès et qu'il ne pourrait pas faire mieux que ça. Puis j'ai vu Les 400 farces du diable, et quel plaisir d'avoir eu tort. Les 400 farces du diable, c'est n'importe quoi du début à la fin. Il y a tellement d'effets à la seconde que ça commençait à devenir angoissant. Au bout d'un moment, je me demandais si le titre n'allait pas se révéler être sincère et qu'on allait réellement voir 400 effets spéciaux durant le métrage. Le film est hilarant de conneries. Chaque décor peut être un objet de gag et chaque comédien va faire au moins un truc complètement imprévisible qui va me faire éclater de rire. On est clairement sur l'ancêtre des Looney Tunes en termes de procédés humoristiques. En plus de cette créativité assez démente, il y a des trucs vraiment impressionnants. La scène du cheval squelette, je ne comprends pas comment ils ont fait. Encore si le décor était en arrière-plan, pourquoi pas, mais il y a des trucs au premier plan. Par quoi ils sont rattachés? Il fait quelle taille ce mur? Est-ce qu'ils sont vraiment en train d'avancer? Si c'est le cas, comment ces éléments peuvent apparaître? C'est quoi cette scène de fou furieux? Et le travail d'animatronique pour donner vie à ce cheval, fou furieux également. Pour l'instant, Les 400 farces du diable est le film le plus taré de Méliès. 17 minutes ultra rythmées avec un nombre d'idées de mise en scène et de prouesses techniques hallucinantes. Ce qui marque également, c'est à quel point tu sens l'investissement et l'énergie des artistes qui ont travaillé sur le film derrière et devant la caméra. Tout est dans l'exagération et dans l'exubérance. Tu sens que c'est une bande de potes un peu bizarres qui vont vraiment s'amuser et tout donner pour la beauté de l'art. Et ça me touche. Je n'ai aucune idée de comment conclure cet épisode, à part dire que le cinéma continue d'évoluer et que c'est toujours aussi plaisant à voir. On se reverra dans 2 semaines pour parler des films de 1907. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.